En général, la guerre se gagne sur les champs de bataille. Mais de tout temps, les commandants, généraux ont utilisé des ruses pour gagner. Je ne parle pas de tactique, de mouvements de troupes audacieux, mais bel et bien de ruses, des moyens, astuces non conventionnels. Dans le genre du cheval de Troie pour l'exemple le plus célèbre. Aujourd'hui, on vous raconte 6 ruses incroyables qui ont été utilisées pour gagner des batailles et parfois même des guerres. C'est parti! On commence par le plus rusé, les chefs de guerre français. On ne pouvait pas faire une vidéo de ce genre sans parler de Bertrand du Guesclin, lui qui a été surnommé le connétable aux 1000 ruses. Nous sommes en 1350 durant la guerre de 100 ans contre les fourbes anglais. Ces derniers viennent de conquérir le château de Fougeray en Ille-et-Vilaine. Il faut donc le reprendre. J'ai oublié de préciser, nous sommes en hiver, il fait froid. La forteresse attend avec impatience le bois que les bûcherons doivent livrer. Quand ces fameux bûcherons arrivent, avec leurs charrettes chargées de bûches, les Anglais abaissent le pont-levis. Ils ont froid, et quand on a froid, on perd en prudence. Les bûcherons avaient été interceptés par du Guesclin et ses hommes, et ces derniers ont pris leur place. Dès que la porte du château fut ouverte, les soldats français ont renversé les charrettes et pris leurs épées. La forteresse ne résistera pas. Le connétable recommencera quelques années plus tard en libérant la ville de Niort, après s'être fait passer pour un Anglais. Pour cette histoire, on voyage en Albanie. Cette ruse est attribuée à Skanderberg, héros national albanais dans leur lutte contre l'Empire ottoman. Un homme encensé par de grands artistes européens à travers les siècles. Voltaire, Ronsard, Vivaldi, tous ont loué le génie militaire de ce seigneur qui a si vaillamment défendu son peuple. Et parfois avec des tactiques pas très orthodoxes. Une nuit, la veille d'un affrontement avec les troupes ottomanes, il décide de mettre un peu la panique dans leur camp. Il envoie sur eux, en plein milieu de la nuit, une immense armée munie d'une multitude de torches. Super impressionnant! Les Ottomans sont pris de panique et détalent comme des lapins. Mais la fameuse armée était composée de chèvres. Les Albanais avaient simplement accroché des bougies à leurs cornes. Si on aimait les mauvais jeux de mots, on pourrait vous dire que c'était une troupe belliqueuse. En attendant que vous récupériez de cette superbe blague, j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous également sur TikTok et sur Instagram. On y poste du contenu inédit. Vous saurez qui a inventé le feu d'artifice et pourquoi on a voulu construire une fausse ville de Paris. On compte sur vous. Cette troisième histoire va se passer en Chine et va nous prouver qu'une bonne idée peut pallier un manque de munitions. 756, le général chinois Zhang Zun doit défendre la ville de Yongqiu contre des troupes rebelles. Les salauds! Les jours passent et ces hommes commencent à manquer de flèches. Les munitions ne sont pas infinies, surtout quand on est assiégé. C'est même le principe. Il demande alors à ses hommes de construire 1000 épouvantails. Chelou, mais on ne désobéit pas au chef. Une fois la nuit arrivée, il fait glisser ses épouvantails le long des remparts grâce à des cordages. L'ennemi croit à une sortie, une attaque. L'ordre est donné de tirer à volonté sur les mannequins. Il ne reste plus qu'à remonter les épouvantails et le stock de flèches est à nouveau rempli. 2 nuits plus tard, Zhang Zun recommence. Forceur le gars. Évidemment que ça ne va pas marcher. Les gars en face ne vont pas gaspiller leurs flèches pour rien. Sauf que cette fois, ce sont des vrais soldats qui sont descendus pour foncer sur l'armée adverse et gagner la bataille. Un double coup de maître. En 1943, le cadavre de Glinder Michael est retrouvé mort d'une pneumonie, les poumons gorgés d'eau comme ceux des noyés. Il s'agissait juste d'un vagabond gallois sans importance. Alors pourquoi 2 espions des services secrets britanniques voudraient l'examiner ? Eh bien parce qu'ils en ont besoin. Ils vont lui fabriquer des faux papiers au nom du Major William Martin. Et ils ne vont pas faire semblant. Une photo de sa fiancée, un billet de théâtre usagé, des factures et autres papiers personnels, ainsi qu'une mallette au poignet.
Ils embarquent le cadavre en mer et le larguent au large de l'Espagne où patrouillent les navires allemands. L'armée anglaise annonce ensuite que le corps de l'un de leurs aviateurs était perdu en mer. Le stratagème est bien en place, l'hameçon est jeté, maintenant faut que ça morde. Les Allemands vont récupérer le corps, l'ausculter, vérifier son identité, c'est bon, c'est bien le major William Martin. Ils vont ouvrir cette fameuse mallette attachée à son poignet. Elle contient des documents secrets, importants, vitaux pour l'armée de Sa Majesté, et bien sûr, totalement faux. Les services allemands vont tomber dedans et gober ces fausses informations. Glinder Michael est l'agent double idéal. Comme dira l'un des deux cerveaux de l'opération, on peut torturer un espion, mais un cadavre ne parlera jamais. L'histoire en a connu des gens prêts à tous les subterfuges pour tromper leur monde. Mais aucun n'arrive à la cheville du conseiller Zopyre. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ. Darius, le roi des Perses, assiège Babylone. Une nuit, son conseiller Zopyre frappe à la porte de la ville. Le roi Darius lui a coupé le nez et les oreilles, et il demande refuge. Comment le lui refuser? Les assiégés ont pitié du pauvre bougre et l'accueillent. Mais il ne faut jamais faire confiance à un Zopyre. Règle de base, le conseiller s'est fait lui-même ses mutilations pour tromper ses ennemis. Il gagne ainsi leur confiance et livre la ville à Darius. Faut être sacrément motivé pour se couper le nez. Même avec une fortune en récompense, pas sûr que ça vaille le coup. La tactique la plus évidente pour venir à bout d'une ville et d'une population assiégée, c'est de l'affamer. Une tactique vieille comme la guerre et qui sera utilisée notamment durant la guerre de 100 ans. Les Anglais prennent Calais en 1346, après 11 mois de siège, avant de s'attaquer à Rennes en 1357. Nos fiers Bretons tentent de résister, mais la situation est compliquée. Les Anglais vont en plus jouer les sadiques. Ils vont tout faire pour démoraliser les bouffeurs de crêpes. Et pour ça, les Anglais vont faire paître plusieurs centaines de porcs au pied des murailles. Les Rennais n'ont plus rien à manger. Ils ont juste à sortir pour se nourrir des cochons. Mais le gouverneur de Rennes, le capitaine Guillaume de Pénotte, a de la ressource et ne compte pas se laisser faire. Il lui reste quelques truies, pas en très bon état, mais qu'il va utiliser à bon escient. Il fait suspendre une truie à une poterne au moyen d'une corde, puis il fait ouvrir très rapidement les portes de la ville. En entendant les couinements de la truie, qui ne doit pas apprécier d'être suspendue, les cochons se ruent à l'intérieur du château. Les Anglais n'ont même pas le temps de réagir que les portes sont déjà fermées. Les Rennais vont pouvoir tenir tel est prix qu'ils croyaient prendre. Si vous aimez ce type de format, où on vous raconte plusieurs histoires au lieu d'une seule, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez également mettre des j'aime et vous abonner. On radote un peu, on sait, mais c'est important pour nous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!